On assiste ici au plus grand déficit d'infrastructures sportives de l'histoire moderne. Les États-Unis se préparent pour la Coupe du Monde 2026 avec des stades qui n'ont jamais été conçus pour le football. Pas un seul. Tous les stades sont d'anciens stades de NFL reconvertis. Pendant que les États-Unis rénovaient les stades Métif et Sophie pour un tournoi pour lequel ils n'avaient jamais été conçus, la Chine construisait 12 stades spécialement conçus à cet effet, chacun témoignant d'une ambition architecturale supérieure à celle de l'ensemble des stades américains réunis. Vous avez bien entendu 12 bâtiments pour un seul pays. Et voici ce qui en surprend plus d'un. Mais ce n'est pas tout. La véritable histoire, c'est de savoir pourquoi les États-Unis n'ont pas construit de stade digne d'intérêt depuis la dernière fois. Imaginez le bâtiment le plus banal devant lequel vous soyez passé. Ni laid, ni beau, juste là, fonctionnel et vite oublié. Voilà la philosophie esthétique qui s'est insidieusement imposée dans la conception des stades américains aux alentours de 1990. Et ce n'est pas arrivé par hasard. Pour comprendre où en est l'Amérique aujourd'hui, il faut remonter à l'époque où elle s'y employait véritablement. Les années 1960 et 1970 furent la dernière période où les États-Unis étaient obsédés par l'architecture des stades. Les villes rivalisaient non seulement pour attirer des équipes, mais aussi pour affirmer leur identité. Un stade était une affirmation civique. C'était la preuve tangible de la réussite de sa ville. Et pendant près de 2 décennies, l'Amérique les construisit avec cette énergie. L'Astrodome de Houston ouvrit ses portes en 1965, le premier stade couvert et climatisé au monde. 60-0, place sous un toit que les ingénieurs jugeaient irréalisable. Ils le surnommèrent la 8e merveille du monde. Et ils le pensaient vraiment. Ce n'était pas du marketing. C'était un véritable moment culturel où un stade a captivé le monde entier. Voici ce que la plupart des gens oublient. Cette époque n'a pas disparu parce que l'Amérique était à court d'idées. Elle a disparu parce que l'Amérique n'avait plus de raison de prendre des risques. L'économie du sport professionnel a évolué en profondeur au-delà de l'architecture. Les propriétaires ont cessé de se demander ce que pouvait être un stade. Ils ont commencé à se demander combien un stade pouvait rapporter. Et ce sont des questions très différentes, avec des réponses très différentes. Dans les années 1990, le calcul était simple. La flexibilité multisport impliquait davantage de dates de réservation. Plus de dates de réservation signifiait plus de revenus. Plus de revenus signifiait un retour sur investissement plus rapide pour le contrat de naming. Le résultat, une génération de stades entièrement optimisés pour des cuvettes en béton préfabriqué avec des lignes de visibilité interchangeables, des toits rétractables, conçus pour la protection contre les intempéries plutôt que pour l'émerveillement, et des extérieurs ne communiquant rien d'autre que la taille imposante du bâtiment. Or, voici le détail qui remet tout en perspective les stades utilisés pour la Coupe du Monde. 2026 ne sont pas anciens. Le SoFi Stadium a ouvert ses portes en 2020. Le Legends Stadium a ouvert la même année. Ce ne sont pas des vestiges vieillissants d'une autre époque. Ce sont des bâtiments flambant neufs construits à grands frais par les franchises sportives les plus riches du monde. Et pourtant, dès qu'un match de football y est joué, on a l'impression d'avoir été rénové. Non pas à cause d'une erreur d'ingénierie, mais parce que le football n'a jamais été la priorité. Le briefing concernait la NFL. Le briefing portait sur le modèle de revenu. Le briefing concernait le contrat de droit d'appellation. Voilà l'héritage que l'Amérique traîne en 2026. Ce n'était ni un manque d'argent ni un manque de talent, mais un manque d'ambition, inscrit dans le cahier des charges avant même que le premier architecte ne prenne le relais. Et voici le point crucial, ce changement d'ambition ne s'est pas produit de manière isolée. Tandis que l'Amérique abaissait discrètement ses propres limites, un autre pays se lançait dans l'élaboration d'un cahier des charges radicalement différent. Un cahier des charges sans modèle économique, sans accord sur les droits d'appellation, sans exigence de polyvalence multisport, avec une seule consigne: façonner le monde. Qui paye la facture? Voici un point souvent passé sous silence. L'apparence des stades américains n'a presque rien à voir avec l'architecture, ni même avec l'ingénierie.
Tout cela est lié à un système financier tellement ancré dans la culture sportive américaine que la plupart des gens ne le remettent même jamais en question. Aux États-Unis, la plupart des stades sont construits grâce à des fonds publics négociés par des propriétaires privés. La ville contracte la dette, l'équipe signe le bail et détient tous les leviers qui déterminent la nature du bâtiment. Imaginez les conséquences sur la conception lorsqu'un propriétaire privé est le maître d'ouvrage. Chaque décision architecturale est soumise à un seul filtre. Est-ce rentable? Un toit en porte-à-faux, certes spectaculaire en termes de silhouette, mais qui alourdit le coût de construction de 40 millions de dollars, est immédiatement écarté. Une façade translucide qui transforme l'édifice en phare la nuit, mais exige un entretien spécialisé, est également rejetée. Une structure paramétrique en acier nécessitant 6 mois supplémentaires d'ingénierie est elle aussi rejetée. Non pas que ces solutions soient impossibles, mais simplement parce qu'elles ne figurent pas dans les prévisions de revenus. En voici ce qui complique encore la situation. Les fonds publics qui financent ces constructions sont soumis à leurs propres contraintes. Les conseils municipaux imposent des conditions. Les conventions collectives régissent la main-d'œuvre. Les normes de construction locale encadrent les matériaux. Les évaluations environnementales rallongent les délais. L'opposition de la population locale en allonge encore davantage. Au moment où le cahier des charges arrive entre les mains d'un architecte, le bâtiment a déjà été façonné par 18 mois de négociations financières et politiques sans aucun rapport avec son esthétique. Résultat, un client qui exige le bâtiment le plus ambitieux possible dans un espace conçu pour être minimaliste. Ce n'est pas un problème de conception, mais un problème structurel. Et les problèmes structurels ne se résolvent pas en engageant de meilleurs architectes. Voici l'erreur que la plupart des gens commettent à ce sujet. Ils regardent les stades américains et supposent que l'argent manquait. Or, l'argent a toujours été là. Le projet de stade de Los Angeles, devenu le SoFi Arena, a coûté 5 milliards de dollars. 5 milliards! C'est à peu près le même budget que celui utilisé par la Chine pour construire et équiper entièrement le nid d'oiseaux, le cube d'eau et 3 autres sites olympiques simultanément. Les sommes en jeu étaient identiques. Les résultats, eux, n'ont pas été différents, car la personne qui signait le chèque à Los Angeles se posait une question fondamentalement différente de celle qui le signait à Pékin. L'un se demandait comment protéger cet investissement, l'autre comment marquer l'histoire. Cet écart entre la protection d'un investissement et l'écriture de l'histoire explique à lui seul pourquoi la Coupe du Monde 2026 se déroule dans des bâtiments qui semblent avoir été conçus pour une autre compétition. Car c'était bien le cas. Mais la situation financière aux États-Unis ne représente que la moitié du tableau. L'autre moitié, bien plus extraordinaire, concerne ce qu'a fait la Chine en l'absence de toute contrainte financière. Et ce qu'elle a fait de cette liberté est encore sous le choc pour le monde de l'architecture. Le chèque en blanc de la Chine. Imaginez qu'on donne une feuille blanche à un architecte. Aucun budget, aucun modèle de revenu, aucune négociation de droit d'appellation en cours, aucun vote du conseil municipal requis. Juste un emplacement, une capacité et 4 mots, faites comme le monde est. C'est concrètement ce qui s'est passé lorsque la Chine a entamé son ère de construction de stades à grande échelle. Non pas parce que la Chine dispose de ressources illimitées, ce n'est pas le cas, mais parce que l'entité qui signait le chèque était l'État lui-même. Et l'État n'était pas... Il s'agissait de savoir comment protéger un investissement, mais aussi comment concrétiser une vision. C'est ce détail qui change tout. Lorsqu'un gouvernement désigne un bâtiment comme priorité nationale, toute la structure financière qui l'entoure se trouve bouleversée. Plus aucun propriétaire privé ne calcule le retour sur investissement des droits d'appellation. Plus aucun conseil municipal ne négocie les conditions d'un bail. Plus aucune prévision de revenus ne doit garantir la viabilité du projet. Il y a une décision, et puis, il y a le bâtiment. Voici un exemple concret. Le centre sportif olympique de Hong a été conçu avec 28 grands pétales et 27 plus petits, formant une fleur de lotus en acier
fruit d'une ingénierie paramétrique. Les ingénieurs ont calculé que ce système structurel utilisait 67% d'acier en moins que la structure en forme de nid d'oiseau, tout en offrant une capacité d'accueil comparable. 67% de moins. Vous avez bien entendu. Une structure d'une complexité, d'une ampleur et d'une vitalité inégalée, surpassant presque tout ce que l'Amérique a construit ces 30 dernières années, et ce avec une quantité de matières premières considérablement réduite. Cette efficacité n'a été possible que parce que l'équipe de conception a eu le temps et le mandat nécessaires pour résoudre le problème dans son intégralité et non au détriment du coût ou de la rapidité. Et voici ce qui surprend le plus grand nombre, il ne s'agissait pas d'un cas isolé. La Chine n'a pas construit un seul site extraordinaire pour en faire une déclaration. Elle en a construit 12, et pas 12 variations sur un même thème. 12 philosophies architecturales véritablement différentes, chacune répondant à sa géographie, son climat et son contexte culturel spécifique. Le stade Cuzhou est semi-enterré sous des collines ondulantes, invisibles de loin. Le cocon printanier de Shenzhen abrite un complexe sportif entier sous une coque continue en forme de vague. Le stade Chengdu Feng Huangshan, quant à lui, déploie son toit rétractable sur des rails à sustentation magnétique empruntés au réseau ferroviaire à grande vitesse chinois. Ces bâtiments ne partagent pas de langage architectural commun. Ils partagent seulement une même ambition, l'extraordinaire. Mais voilà, le hic, ce chèque en blanc, n'est pas vraiment vierge. Il comporte simplement différentes charges inscrites dessus, des coûts qui n'apparaissent pas dans le budget architectural, des coûts que les bâtiments eux-mêmes ne reconnaîtront jamais. Comprendre ces coûts est essentiel pour saisir la véritable signification du moment de cristal chinois, car la réalité est bien plus sombre que ne le suggère la photographie. Mais avant cela, il faut s'intéresser aux personnes engagées pour concevoir ces bâtiments, car certains des noms les plus importants de cette histoire ne sont pas chinois. Et certains sont américains, des architectes qui n'ont jamais été sollicités. Voici une question que presque personne ne se pose. Si les architectes américains comptent parmi les plus célèbres au monde, et ils le sont, pourquoi? Leurs réalisations les plus ambitieuses sont-elles presque exclusivement construites à l'étranger? Parcourez le portfolio de n'importe quel grand architecte de stades en activité aujourd'hui. Les projets les plus novateurs se trouvent au Qatar. Ils sont en Chine, ils sont aux Émirats arabes unis, ils sont basés en Corée du Sud, en Australie et au Royaume-Uni. Les commandes américaines, à de rares exceptions près, sont les plus sûres celles qui optimisent les revenus, celles dont le cahier des charges a été préalablement établi après 18 mois de négociations financières. Il ne s'agit pas d'un problème de talent, mais d'un problème de client. Imaginez un maître menuisier à qui l'on confierait un meuble en kit et à qui l'on demanderait de réaliser une pièce extraordinaire. Le savoir-faire est là. Les outils sont là. La matière première a déjà été découpée en formes prédéterminées qui ne laissent aucune place à l'interprétation. Le résultat sera correct. Il ne sera jamais extraordinaire. Non pas parce que le menuisier a échoué, mais parce que le kit n'a jamais été conçu pour l'extraordinaire. Le Centre sportif international de Hangzhou a été conçu par Zaha Hadid Architects. Ce disque blanc, lisse aux lattes horizontales, inspiré des plantations de thé en terrasse, abrite une arène de Dixit Zero Place et un centre aquatique de Trent Zero Place sous une plateforme surélevée. Zahi Hadid, l'un des cabinets d'architecture les plus célèbres de l'histoire, travaillait en Chine attiré par le marché chinois. Or, ce que l'on ignore souvent, c'est que son agence a également conçu des stades et des bâtiments publics aux États-Unis. Mais les réalisations américaines et chinoises ne relèvent pas de la même réflexion. Le contexte américain engendre des bâtiments aux contraintes architecturales. Le contexte chinois, quant à lui, a donné naissance aux disques surplombant la plantation de thé. Mêmes architectes clients différents, résultats radicalement différents. Voici le détail qui permet de remettre les choses en perspective. Les architectes qui ont construit les sites les plus spectaculaires de Chine n'étaient pas en musée par notre sainte responsabilité. Ils avaient des délais à respecter, des contraintes techniques, des exigences parasismiques
des considérations climatiques et des calculs de flux de foule. Le cahier des charges n'était pas simplement d'obtenir un résultat esthétique. Il s'agissait de créer un projet extraordinaire et fonctionnel. La différence fondamentale avec le cahier des charges américain, fonctionnel et éventuellement esthétique si le budget le permet, réside dans l'écart abyssal entre une structure en béton et une structure en cristal. Le cocon Chon printanier de Shenzhen abrite un complexe sportif entier qui disparaît sous une unique coque continue en acier perforé, en forme de vague. Stade, gymnase, piscine, tour de bureau de 30 étages, tout s'évanouit sous une seule enveloppe. Ce n'est pas un hasard architectural. C'est ce qui se produit lorsque la première question du client porte sur l'idée plutôt que sur le retour sur investissement. Et les architectes qui l'ont conçu n'ont pas inventé de nouvelles technologies. Ils ont utilisé des matériaux existants, poussés à leurs limites structurelles par une équipe qui disposait du temps et du mandat nécessaires pour y parvenir. La technologie était disponible depuis toujours. Le client, lui, ne l'était pas. Mais voilà le problème même, un client bien intentionné et doté d'une ambition sans limite ne peut construire l'impossible. Le système américain impose des contraintes réelles qui dépassent le simple aspect financier et la mentalité du client. Des contraintes inscrites dans la loi, les conventions collectives, les normes de construction. Et ces contraintes ont discrètement ajouté des centaines de millions de dollars et des années de délai à chaque grand projet américain pendant des décennies. Le piège des normes. Voici l'erreur la plus fréquente concernant le coût exorbitant des stades américains et leur faible intérêt architectural. On les attribue à la cupidité. Or, il ne s'agit pas que de cupidité. C'est une question de géométrie. La géométrie de systèmes imbriqués, chacun raisonnable en soi qui se combinent pour former un ensemble, rendant toute ambition architecturale formelle quasi impossible, avant même le serrage d'un seul boulon. Prenons l'exemple des normes de construction. Les États-Unis n'ont pas de code du bâtiment unique. Il en existe des milliers. Chaque municipalité applique sa propre version des normes nationales, modifiées, interprétées et appliquées localement. Un projet de stade approuvé dans une ville peut nécessiter des modifications structurelles fondamentales dans une autre, non pas en raison d'un changement d'ingénierie, mais d'un changement d'interprétation. Un atrium conforme à la réglementation à Los Angeles requiert un système d'extinction d'incendie différent à Dallas. Une section de toiture en porte-à-faux conforme aux normes à Atlanta nécessite une documentation supplémentaire à Miami. Pris individuellement, ces changements ne représentent pas des modifications importantes. Au total, cela représente des mois de travail d'ingénierie supplémentaires et des millions de dollars de surcoût pour chaque projet. Ajoutons à cela les conventions collectives. La construction de stades aux États-Unis fait intervenir de nombreux corps de métier, chacun régi par sa propre convention collective et possédant ses propres limites territoriales. En soi, cela ne pose pas de problème. La main-d'œuvre qualifiée et syndiquée produit un travail d'excellente qualité. Cependant, la superposition de plusieurs conventions sur un même projet engendre des exigences de coordination qui augmentent les délais et les coûts à chaque étape. Un entrepreneur en charpente métallique et un entrepreneur en vitrage travaillant sous des conventions différentes sur le même système innovant de panneaux de façade devront négocier pendant des mois avant même l'installation du panneau. Cette négociation n'a rien à voir avec l'esthétique ou la solidité du panneau. Il s'agit d'une question de complexité administrative. Imaginez une course de relais où chaque coureur appartient à une équipe différente, avec des règles de passage de témoins différentes. La course a bien lieu, le témoin est bien transmis, mais les négociations à chaque passage de témoin ralentissent l'ensemble du projet, et ce de manière cumulative sur une construction de 2 ou 3 ans. À cela s'ajoutent les nouvelles normes structurelles imposées après le 11 septembre. Après 2001, les bâtiments publics et les stades américains, les plus grands édifices de ce type dans la plupart des villes américaines, ont été soumis à des exigences structurelles et de sécurité entièrement nouvelles. Calcul de résistance aux explosions, modélisation des flux de foule pour les évacuations d'urgence, exigences de recul du périmètre influant sur la conception des façades, ces exigences sont justifiées. Elles existent car elles sont essentielles.
Mais elles s'ajoutent aux réglementations locales, aux exigences de coordination syndicale et à un cahier des charges clients déjà soumis à des contraintes budgétaires avant même leur apparition. Le problème est le suivant. Chacun de ces systèmes a sa raison d'être. Les codes du bâtiment protègent les occupants, les conventions collectives protègent les travailleurs. Les mesures de sécurité protègent les foules. Aucun n'est fondamentalement erroné. Mais leur combinaison crée un environnement de projet où chaque choix de conception innovant engendre un coût inexistant à Shanghai. Shenzhen ou Hangzhou. Un panneau de façade en ETF qu'un constructeur chinois installe en 8 mois nécessite 2 ans d'approbation d'approvisionnement et d'installation par une équipe de projet américaine. Non pas parce que les Américains sont moins compétents, mais parce que le processus d'approbation de l'installation est bien plus complexe. Le stade de football pour jeunes de Qingdao a été construit en acier de qualité marine utilisé pour les plateformes pétrolières avec Saint-Diz, 0 sources ponctuelles, LED intégrée à une façade ondulée. Sa construction a duré moins de 3 ans. Moins de 3 ans. À titre de comparaison, la construction d'un stade de la NFL aux États-Unis prend en moyenne 4 à 5 ans de la première pierre à l'inauguration. Et il s'agit d'un bâtiment dont le cahier des charges et les spécifications des matériaux sont clairement définis. Le problème ne réside pas dans l'ingénierie elle-même, mais dans tout ce qui l'entoure. Alors voici ce qui complexifie encore la situation. Le système chinois, qui construit ses bâtiments en 3 ans, n'est pas un système plus propre, mais un système plus rapide. Et c'est précisément cette différence entre rapidité et propreté qui explique le véritable coût de ces constructions chinoises à coque de cristal. Le coût réel de cette coque. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent concernant les stades chinois est authentique. La fleur de lotus à Hangzhou est bien réelle. Le toit à sustentation magnétique de Chengdu est bien réel. La façade ondulée de Qingdao est bien réelle. Le toit rétractable anti-taifon du stade Kiteak à Hong Kong, reposant sur 800 pieux sous-marins à l'endroit précis où les gros porteurs atterrissaient autrefois, entre les gratte-ciel était bien réel. Rien de tout cela n'est exagéré. Mais voici ce qui est stupéfiant et que la plupart des articles sur l'architecture passent sous silence la rapidité et l'ampleur. Avec lesquels la Chine construit ses infrastructures ne sont possibles que grâce à la transformation du terrain avant même l'arrivée des architectes. Le centre sportif de la Grande Baie de Guangzhou, par exemple, est passé de la terre battue à l'achèvement en moins de 2 ans. Moins de 2 ans pour un site de cette envergure et de cette complexité, un tel délai est presque inconcevable selon les normes occidentales. Le stade Chongqing Longqing s'étend en cascade sur un versant de 120 mètres avec des fondations asymétriques. Un côté repose sur la roche-mère et l'autre sur des pieux enfoncés à 90 mètres de profondeur dans un sol instable. Construit livré ouvert. Voici maintenant le détail qui permet de comprendre l'ensemble du projet. Ce terrain n'était pas vide lorsque la décision de construire a été prise. En Chine, le développement urbain à cette échelle implique presque toujours des déplacements de population des quartiers rasés, des habitants relogés sans concertation préalable, et ce sans aucune négociation préalable au terme d'années de consultation communautaire. Ces relogements sont effectués selon un calendrier gouvernemental dans des logements sociaux assortis d'indemnisations calculées par l'État. Le centre sportif olympique de Lanzhou se dresse sur les rives du fleuve Jaune. Il comprend 5 bâtiments portant des noms de fleurs et un stade baptisé La Rose, dont l'architecture s'inspire de peintures rupestres bouddhistes vieilles de 200 ans. C'est un lieu d'une beauté authentique et le terrain sur lequel il est construit a été mis à disposition grâce à un processus qu'aucune ville démocratique occidentale ne pourrait légalement reproduire. Non pas que l'architecture soit impossible, mais plutôt l'acquisition des terrains. Imaginez la différence entre ces 2 systèmes comme celle entre construire un château de sable à marée basse et à marée haute. Le système chinois déblaye la plage avant l'arrivée des architectes. Le système américain, lui, les oblige à composer avec tous les habitants déjà présents, à négocier individuellement avec chacun, à documenter chaque conversation. Et parfois, à faire voter le conseil municipal sur la pertinence même de l'emplacement. L'un permet de construire des châteaux plus rapidement. L'autre engendre un processus plus chaotique avec davantage de personnes encore sur place,
une fois le château achevé. C'est là que réside la véritable complexité de la situation. Aucun des deux systèmes n'est tout simplement idéal. Le processus américain, lent, conflictuel, coûteux et contraignant, donne davantage de poids aux citoyens quant aux constructions et à leur emplacement. Le processus chinois rapide, centralisé et spectaculaire produit des édifices dont les habitants qui ont perdu leur maison pour les faire vivre ne seront jamais invités à la célébration. Le stade Suoyuan de Dalian est entouré par la mer sur 3 côtés. Une rampe publique en double hélice d'1 mile, 1,6 km mène à un toit offrant une vue panoramique imprenable sur la baie. Sa façade composée de panneaux circulaires superposés imite le scintillement de l'eau. C'est l'un des stades les plus ouverts au public jamais construits. Un édifice qui restitue son environnement aux citoyens ordinaires sous la forme d'une promenade publique d'1 mile de long. Et cela existe parce que quelqu'un a décidé que cela existerait. Et tout ce qui se trouvait sur son passage a été déplacé. Les coquilles de cristal sont réelles. Le coût est bien réel. Et ces deux affirmations sont vraies simultanément. Mais voilà, aussi importante que soit cette tension, elle n'est pas pour autant le plus important. Le plus important, c'est ce que cette divergence, béton américain contre cristal chinois, capital privé contre mandat étatique, investissement protégé contre vision projetée, révèle sur les 20 prochaines années. Ce que ce fossé nous dit réellement. Prenons du recul par rapport au stade. Oublions la fleur de lotus et le toit à sustentation magnétique. Oublions Métif et les pistes d'athlétisme. Prenons du recul. Ce que nous observons, c'est la représentation concrète de deux conceptions radicalement différentes du rôle des gouvernements. La conception américaine soutient que le rôle du gouvernement est de créer les conditions permettant aux entreprises privées de construire. C'est le propriétaire privé qui décide. Et comme sa première obligation est le retour sur investissement, l'ambition du bâtiment est toujours limitée par ce retour. La conception chinoise, quant à elle, affirme que le bâtiment est un message. Il ne faut pas attendre que le capital privé trouve une raison de construire quelque chose d'extraordinaire. On décide de ce qui doit exister et ensuite on le construit. Voici ce à quoi la plupart des gens ne pensent jamais. Les infrastructures américaines les plus transformatrices du 20e siècle, le réseau autoroutier Interestates, le programme Apollo, Internet, reposent sur une théorie chinoise. Le gouvernement a décidé qu'il fallait quelque chose et l'a financé. Le stade géant en béton est l'exception qui confirme l'ambition américaine, pas la règle. Et voici ce qui change tout. La Coupe du Monde de 2012 offre aux États-Unis la plus grande audience mondiale depuis des décennies. Des milliards de personnes devant leur écran. Et ce qu'elles verront, ce sont des stades de football américain reconvertis, avec des pistes d'athlétisme et des façades dignes de zones d'activité. Les bâtiments qui incarnent l'ambition architecturale humaine actuelle seront absents. L'Amérique n'a pas un problème de stade, mais un problème de priorité. L'argent a toujours été là. Les architectes aussi. Simplement, l'Amérique n'a jamais osé demander.